Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis l'affreux Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, ici on analyse les émissions de la WWE. On parle catch pendant une petite heure. SmackDown, Monday Night Raw. Ce soir, ou aujourd'hui, ou cet après-midi, ou comme vous préférez, on va s'occuper du Monday Night Raw du 3 février qui était à Salt Lake City. Pour m'accompagner, le spécialiste de la WWE, le retourneur. Ce bon vieux Giscal, comment ça va Giscal? Ça va très bien. Salut tout le monde, salut Ringside, comment vas-tu toi? Oh, bah moi c'est la pêche, écoute, c'est les vacances, c'est mon anniversaire, figure-toi. C'est pas vrai. J'ai bientôt 25 ans. Non, c'est vrai, c'est ton anniversaire. Tu me dis rien, tu m'annonces ça comme ça à l'antenne. Joyeux anniversaire. C'est ça, c'est la surprise, pour voir un peu ta réaction. Moi, je suis un peu ému du coup maintenant, ça va être délicat d'enchaîner là. C'est vrai. Non, mais tu sais, passer un certain âge, c'est la déprime l'anniversaire, mais c'est pas grave. Mais non. Mais non, oh, j'aime me faire plaindre. Voilà, mais bon, comme d'habitude, on n'est pas là pour parler de nos vies de merde, on est là pour parler catch. Alors, Royal Rumble, c'était il y a pas si longtemps. Excellent Royal Rumble d'ailleurs, hein, si je puis me permettre, j'ai pas pu donner mon avis encore. Je sais pas si t'avais fait la review toi. Non, je n'ai pas fait la review, j'ai participé au Raw de l'après Rumble où j'ai évoqué vite fait mon avis. Mais bon, j'avais été globalement satisfait, assez déçu du Rumble féminin comme souvent, mais ça c'est mon côté sexiste. Hein. C'est ça, mais après quand on s'y attend à rien, on est plutôt oui, c'est vrai qu'on peut plutôt satisfait, non? Moi j'ai trouvé ça plutôt cool à peu près sur toute la ligne, hein, ce beau pay-per-view. C'était sympa à suivre. Ouais, j'ai eu mon passage avec Brock Lesnar qui a éliminé les catcheurs en voiture. J'ai beaucoup aimé ce passage. Voilà, et puis la victoire de Drew McIntyre. On est content, le retour de Edge, la légende. Ça, ça c'était le grand moment de ce début d'année. Et bien, ça va tourner autour de ça, puisqu'on se souvient que la semaine dernière, Randy Orton, hein, l'ancien acolyte un peu de Edge, eh bien, il a trahi Edge, il lui a cassé la tête, et c'est avec ces images qu'on débute un peu le show. Edge qui est emmené en civière à la fin du Raw de la semaine dernière. Donc, ça c'est peut-être écourter ce retour de la légende du ring là. Et c'est bien Randy Orton qui vient s'expliquer pour démarrer le show. Il arrive au ring sous une bronca phénoménale. Il reste silencieux pendant bien 10 minutes. Il va un peu grimper sur le coin du ring. Et finalement, il va prendre le micro pour dire qu'il peut tout simplement pas gérer ce truc-là. Il va pas y arriver ce soir. Et il retourne dans les vestiaires. On n'avait pas vu une bronca comme ça depuis le Big Dog après sa victoire contre l'Undertaker, je pense. Oui, alors c'est vrai que j'ai lu ce commentaire pas mal sur internet. C'était une très belle bronca. Bon, alors toute proportion gardée quand même. C'était bon alors après voilà le public. J'ai trouvé que c'était une très très belle bronca. Ça c'est vrai que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi belle hit pour un heel. Ça c'est indéniable. Bon après, alors, je sais pas si c'était du niveau de celle qu'avait pris Roman Reigns à l'époque, mais par contre on peut dire que c'était un bel indicateur que la WWE avait bien réussi son coup avec cet énième heel turn de la vipère. Donc clairement, on voit que en fait, c'est aussi un bon indicateur on voit à quel point le retour de Edge était attendu et avait fait plaisir aussi à la foule parce que voilà cette trahison terrible génère la réaction qu'on a vue lundi. Donc c'était une sacrée ouverture pour l'émission. Et j'ai notamment vachement aimé le package vidéo que tu as mentionné rapidement avant que Randy Orton arrive. J'ai trouvé super avec les gros plans sur les visages complètement atterrés, choqués des spectateurs et tout ça. Ils savent vraiment bien faire. J'ai trouvé que ça retranscrivait bien le moment. Ils ont vraiment bien négocié leur coup. Hein. C'est vrai que déjà que dans l'inconscient collectif, personne, enfin moi en tout cas, pour moi c'était complètement impensable que Edge revienne. On en a parlé avec Irem la semaine dernière. D'ailleurs, enfin voilà, sur le fait que écoute, c'est cool qu'il soit revenu. Par contre, vraiment, j'espère qu'ils ont fait les choses proprement pour lui et sa santé, parce que c'était loin d'être neutre comme blessure. Mais voilà, en fait, c'était tellement impossible qu'il revienne que cette trahison de Randy Orton, l'attaque avec le concerto sur la nuque et tout, enfin tout était parfaitement ficelé. Et c'est vrai que cette feud commence sur voilà un très très haut niveau d'excitation. Quoi.
Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est un sans faute là sur ce coup-là. Ouais. Et puis on est très intrigué de voir la suite. Alors effectivement, peut-être booking allégé pour Edge. Du coup, on le verra pas cette semaine, mais du coup c'est très bien négocié. Et puis on voit que ça a fait son effet là, le retour et puis le cassage de tête de la semaine dernière, la trahison. Randy Orton qui est bien à sa place en tant que vraie saloperie. Après sur la santé, sur la santé de Edge, je pense qu'il le laisserait pas revenir s'ils étaient pas sûrs à 100% que. Je pense aussi. Je pense pas qu'il ait fait un caprice pour revenir malgré l'avis des docteurs et tout, parce que la WWE ne peut pas se permettre de prendre le risque de paralyser ou de buter quelqu'un sur un de ses rings à la télé. Mais donc clairement, c'est un peu comme Daniel Bryan d'ailleurs. Je pense que quand on a vu le temps que ça a pris et le nombre de docteurs, d'examens, de trucs, donc je pense qu'ils ont fait les choses bien. Maintenant, voilà, j'espère aussi qu'ils vont faire attention avec lui et tout, parce qu'il est plus tout jeune quand même, notre ami Edge avec sa petite barbe grisonnante là. C'est ça. Et on verra si le match se passe à Mania ou. C'est la question. Ou à Super Showdown. Alors, ça sent quand même la grosse feud de Mania quand même, mais bon. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression aussi. On vous rappelle que le prochain gros show de la WWE, c'est en Arabie Saoudite, c'est le Super Showdown. Il y aura un takeover entre temps, je crois. Un NXT takeover. À Toronto. Non, pas à Toronto. Mais c'est pas au Canada justement, mais c'est pas à Toronto, je sais plus. Ouais, c'est un show chez les bouseux encore une fois, chez les qu'on appelle ça, les bûcherons. Alors, on nous rappelle que Drew McIntyre a éliminé Brock Lesnar au Royal Rumble. Je sais pas si vous vous souvenez, grâce à l'aide de Ricochet aussi, quelque part, qui a mis un petit coup bas en traître. Claymore kick dans la phase c'est Brock Lesnar, effectivement, une vraie saloperie, ce Ricochet. Et donc, ce soir, pour Super Showdown, pour Mania, c'est bouclé sûrement, c'est même sûr. Drew McIntyre va affronter Brock Lesnar, mais pour Super Showdown, Brock Lesnar, il travaille aussi. Et ce soir, on va savoir qui va affronter, puisqu'il y aura un triple threat, une triple frite en français. Seth Rollins, Bobby Lashley et la petite saloperie de Ricochet. Ils s'affrontent pour savoir qui sera le first contender. Et on nous annonce aussi Kevin Owens qui va affronter aux côtés des Viking Raiders, Buddy Murphy et les Authors of Pain, les disciples de Seth Rollins. Ça, c'est pour un peu plus tard dans l'émission. Là, tout de suite, honneur aux femmes, Liv Morgan affronte Lana. Un match d'1 minute 20. Voilà, ça fait plaisir. Victoire de Liv Morgan dans son nouveau costume BDSM là, de très bon goût. Oui, c'est très joli. Moi, j'aime bien. Ouais, moi, je préfère avec la langue bleue et tout. Là. Ouais, carrément. C'est un peu plus adulte. Alors, à la fin du match, grosse surprise, une musique retentit, c'est Ruby Riott qui revient. L'ancienne acolyte de Liv Morgan. Elle vient féliciter son amie pour sa victoire sous le regard de Lana qui malgré sa défaite est toujours dans le ring. Et là-dessus, évidemment, c'est la trahison. Ruby Riott attaque Liv Morgan. Et ensuite, Lana vient remettre une couche par-dessus. Voilà ce qui se passe chez les filles. Le retour tant attendu de Ruby Riott. Est-ce que ça te passionne ? Non, c'est sous une pop assourdissante d'ailleurs, on a bien vu. C'était absolument dingue son retour, on sentait qu'elle était très attendue. Non, ça me passionne pas plus que ça. Après, écoute, tant mieux. Ruby Riott, je sais pas, j'ai pas l'impression du coup. Elle revient avec un look légèrement retravaillé, mais toujours son personnage un peu punk qui moi me fait ni chaud ni froid. C'était plutôt positif dans le sens où j'avais le sentiment que ça nous permettait de enfin passer à autre chose avec cette feu de moi à partir du moment où il y avait plus Rousseff et Lashley dans l'histoire, voir Lana et Liv Morgan se taper dessus, ça m'intéressait pas du tout. Donc du coup j'avais un peu l'impression que ça permettait de passer à autre chose, et puis après on a vu là que du coup Lana en a remis une couche et a profité du truc, donc je me dis que ça va peut-être encore un peu continuer. Bref, bon, je suis pas transcendé par ces trucs là, c'est le bas du bas de la carte quoi. C'est vrai.
Voilà, mais bon, en tout cas, on est content pour Ruby Riott qui n'est plus blessé. Donc ça, c'est bien une double opération des épaules, hein, je crois. Apparemment, ouais, c'était ça. Ouais. Donc voilà, elle a l'air de revenir en forme. Voilà, ça animera le bas de la carte. Hein. Oui. Voilà, sinon rien de spécial. Dans tout ça, alors c'est la météo qui s'invite un petit peu à Monday Night Raw puisqu'on nous montre des images de l'extérieur. Alors c'est sûrement du fait de l'arrivée de Charly Caruso dans la ville, mais c'est phénoménal, une tempête de sperme sur toute la ville. Les écoles sont bloquées. Mais revenons aux choses sérieuses. Alors ça explique peut-être l'ambiance qu'il y avait ce soir, hein, sans que les gens étaient chauds. La suite, c'est Drew McIntyre qui arrive au ring. Il affronte Mojo Rawley, qui est toujours accompagné de Riddick Moss. Grosse affiche. Grosse affiche, hein, le champion 24/7, Mojo Rawley quand même. Ah ouais, c'est quand même un champion versus challenger. Ouais. Rien que ça. Alors Drew McIntyre prend le micro, il dit bon Mojo, je m'occupe de toi un peu plus tard, hein, il me faudra juste 3 secondes pour te mettre un Claymore Kick et puis ce sera réglé. Il fait un petit speech en disant qu'il a vu la peur un peu dans les yeux de Brock Lesnar. Il a pas de grosse pop, et puis après il se rappelle effectivement qu'il a un match. Là-dessus, Mojo il va donner sa ceinture bêtement à Riddick Moss. Il se retourne, il se prend un Claymore Kick dans la face. Donc victoire expéditive de Drew McIntyre, qui va fêter sa victoire auprès de la foule. Voilà. Drew McIntyre, le nouveau favori des foules. Bah écoute, oui, il faut croire. Non, mais c'est vrai que c'est assez dingue. Alors c'est ce qu'on s'était dit avec Irem la semaine dernière. Je trouve que son turn est assez surprenant dans le sens où il a pas vraiment changé. Il a juste pris en assurance et pris un peu en bagou et il se la pète. Il fait le fier à bras et ça marche et le public accroche vachement. Et donc voilà, ce gros colosse qui claque des clés morts partout, qui est passé de méchant à gentil, un peu de manière, la plus fluide possible. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu il y a pas eu de transition, il y a pas eu une alliance, il y a pas eu, c'est une des ficelles un peu classiques des changements d'alignement. Ça s'est fait un peu tout seul, de manière organique, donc c'est vrai que c'est assez plaisant à voir. Et puis écoute, là ça marche bien, son petit speech sur la Claymore, le 3-2-1. De le voir balancer de le voir squasher Buddy Murphy comme ça, Buddy Murphy, qu'est-ce que je raconte, pardon. Mojo Rawley, comme ça marche bien, pauvre Mojo là qui du coup champion 24/7. Mais bon. Oui, il fait bien le taf, Mojo. Hein. Moi, j'ai trouvé sympa dans sa petite prestation là, il se pavane avec sa ceinture. Ouais, non, c'était pas mal. En tout cas, moi j'ai bien aimé ce speech de Drew McIntyre. Il a dit "Oh putain, je t'avais oublié. Bon attends, je m'occupe de toi dans 3 secondes." Le seul truc que je reprocherais à ce segment, même si je trouve Drew McIntyre excellent, c'est que mais on en reparlera peut-être plus tard dans le show quand on parlera du match pour le First Contender, c'est que comme tu l'as dit, Drew McIntyre est focalisé sur Brock Lesnar et donc du coup on a clairement commencé le build dans les grandes largeurs, Brock Lesnar contre Drew McIntyre, et je trouve que ça démine complètement l'enjeu et le suspense de tout ce qu'on essaie de nous raconter dans la mid-card un petit peu avec ce first contender match plus tard dans l'émission, l'affiche de Super Showdown. Voilà, Drew McIntyre n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est Brock. Et je trouve que c'est, en fait, au lieu de nous faire un truc un peu je trouve que vraiment on nous raconte 2 histoires en parallèle et dont l'une sape un peu l'intérêt de l'autre. C'est le seul truc, quoi. Ouais, disons qu'il a plus envie de battre Brock Lesnar que de devenir champion quelque part. Et c'est vrai que ça, du coup, ça court-circuite un peu ce qu'on va avoir pour la suite, sachant que c'est un peu le problème du Super Showdown qui est placé dans plein milieu de la route pour WrestleMania. Alors on est obligé d'avoir des grosses affiches pour Super Showdown, donc du coup ça complique un peu la construction, hein. Ça c'était déjà le cas l'année dernière, hein. C'est tout le problème de ces pay-per-view, ouais. Ouais, ça c'est ce qu'on se reprochera le plus à toute cette histoire-là en Arabie Saoudite. Politique mise à part. La suite des opérations, Charly Caruso interview Buddy Murphy et les Authors of Pain, AOP, comme on dit. Ils sont très vite interrompus par Seth Rollins qui débarque et puis qui nous fait un petit speech pour nous rappeler qu'il a déjà battu 2 fois Brock Lesnar
et que à WrestleMania, ce sera plutôt McIntyre contre Seth Rollins, hein, une fois qu'il aura gagné sa place. On a du mal à croire. Non, les challengers tentent tant bien que mal de remettre un petit peu d'intérêt. Voilà. C'est toujours un challenge de faire croire que quelqu'un va battre Brock Lesnar. Ils y avaient réussi avec Rey Mysterio, avec Finn Balor, tout ça, mais là ça va être compliqué quand même. Alors ensuite, on a ce fameux match à élimination, 3 contre 3. Kevin Owens et les Viking Raiders d'un côté, contre AOP et Buddy Murphy, le champion tag team de l'autre. 22 minutes 15 quand même de match. Alors, ce qui se passe, c'est que Ivar se fait envoyer dans le tablier du ring, là, du côté où il y a l'écran, le panneau LED. Ouais, c'est ça. Voilà, le panneau LED, et il est blessé, un peu à l'instar de Samoa Joe la semaine dernière, et il se déboîte l'épaule et on est obligé de l'emmener dans les coulisses se faire soigner. Donc on se retrouve avec un peu un handicap match, Eric et Kevin Owens contre les 3 autres. Donc le match continue. Comme c'est un match à élimination, à un moment donné, Eric, je crois qu'il se prend un curse tombe à l'extérieur du ring par Seth Rollins, je crois qu'il traînait là, et il se prend le tombé, il est éliminé, donc on se retrouve avec Kevin Owens contre les 3. Juste avant la coupure pub, on pense que ça va être plié, mais non, le match continue. Kevin Owens fait une grosse prestation puisqu'il réussit à éliminer Buddy Murphy sur un stunner. Ensuite, il va réussir à éliminer un des deux AOP. Ouais. Il est à 2 doigts de la victoire, mais finalement, intervention de Seth Rollins, hein, évidemment. Et il va se faire défoncer par Rezar ou Akam, ou un des deux, enfin bref. Gros Spinebuster. Ouais. C'est Rezar qui reste dans le ring. Gros Spinebusters, pinfall, tombé, défaite de Kevin Owens. C'était quasi impossible de toute façon pour lui de battre les 3. Mais grosse prestation quand même, et grosse ovation après le match pour Kevin Owens, qui reste seul dans le ring une fois que les méchants sont partis. Gros match solide en milieu de show, j'ai envie de dire, non? Ouais, non, franchement, bon boulot. J'ai eu un peu peur pendant le match quand Kevin Owens a fait son comeback, qu'il le fasse gagner. Je pense que ça aurait été... ça aurait été trop, ouais. Ça aurait été too much et ça aurait été vraiment contre-productif. J'ai eu peur et au final, ils se sont arrêtés juste à temps en fait, plus le match avançait, plus je me suis dit, tiens, le 3-0, le clean sweep aurait peut-être été pas mal, tu vois, parce que je trouve que les AOP et même Buddy Murphy, même s'il est champion tag team avec Seth Rollins, je pense aurait pu en bénéficier pas mal. Mais finalement, je trouve qu'ils se sont arrêtés sur la meilleure option, qui était de continuer à pousser à fond Kevin Owens, qui est en feu, en capitalisant un petit peu sur le scénario de la semaine dernière, où déjà il avait dû faire une prestation héroïque 1 contre 2, parce que Samoa Joe s'était blessé. Donc là, en fait, ils sont repartis un peu sur le même truc en 10 fois plus impressionnant, parce que voilà, ce 1 contre 3, il en élimine 2, il échoue ultra près du but. D'ailleurs, on a bien vu l'efficacité du booking qui s'est traduit derrière dans le segment post-match avec l'accueil, la sortie triomphale, l'ovation du public et tout. Donc on voit que ça a bien fonctionné. Et en même temps, belle victoire des heels qui, malgré une petite frayeur, tu vois, genre tu sens que Seth Rollins, il tient ses troupes, il se pose un peu vraiment en chef qui remet de l'ordre dans la maison et tout. Enfin, globalement, j'ai trouvé que c'était bien, très très bien fichu, bien raconté. Même l'élimination des Viking Raiders est bien protégée, tu vois, un stomp sur Eric et puis une blessure assez impressionnante de Ivar. Donc globalement, belle construction. Kevin Owens ressort grandi et vraiment est au top en ce moment. Et de l'autre côté, le clan des Heels chope une victoire importante avec Seth Rollins à la baguette. Donc j'ai trouvé que c'était très 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 bien fichu ce petit segment de milieu de show. Ouais. Exactement. J'ai rien à dire de plus. Ça a très bien résumé toute la situation. Voilà, construction de ce clan là qui continue à se faire et qui pour une fois est un vrai clan dominateur plutôt bien foutu, qui à mon avis est là pour durer, et en face on
on continue à booster un peu Kevin Owens. Et tout ça en surfant avec les problèmes de blessure de Samoa Joe, etc. Des Viking Raiders. Alors, il se susurre que peut-être Ivar a aussi chopé une suspension. Ah. Mais bon, il y a beaucoup de fake news qui tournent en ce moment, alors faut faire attention. Ouais, ça, on n'aime pas ça. Voilà, on verra ça la semaine prochaine si c'est le cas. Mais bon, voilà, du très très bon boulot, moi j'ai trouvé sur ce segment-là. Ouais, non, très sympa. Alors, du moins bon boulot, c'est l'ami Ricochet qui est en interview avec Charlie Caruso. Et il vient nous expliquer ses motivations. Alors ça bégaye sec chez Ricochet, on dirait Porcinet ou Porky Pig. Ah ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils interviewaient un enfant au début. Ouais, c'est ça. Alors gamin, tu vas y aller? Ça fait plaisir d'être là. Je sais pas. Oui. Je suis très content. Voilà, il y croit à fond, mais nous, on y croit moins. Ouais, c'est terrible quand même Ricochet en interview. Ouais, franchement. Enfin, moi, on va dire que je m'acharne. Puis j'aime bien. On a une petite guéguerre interne. Vous savez que Chris est très fan de Ricochet et d'ailleurs au demeurant, j'admire d'une certaine manière aussi le travail dans le ring de Ricochet. Il n'y a pas de sujet, mais voilà encore une preuve éclatante du trou noir de charisme qu'il est, ce mec, et qui fait que pour moi, il a pas vraiment d'avenir en tant que champion à la WWE. Donc c'est une bonne illustration de ça. Ouais, incroyable catcheur entre les cordes, mais alors quand il s'agit de faire une promo, alors là on dirait Bayley dans ses pires heures quoi. On est loin. Hein. Ouais. On est loin. Bon, ne l'accablons pas trop, le pauvre Ricochet. Non. Il reviendra en fin d'émission. Tiens, Aleister Black. Je te demandais ce qu'il devenait. Il était sorti de sa cave, tout ça. Cette semaine, il affronte pas un jobber, parce que Jobber, il a pas pu arriver à cause de la neige. Eric Young, souvenez-vous, l'ancien champion de la TNA, l'ancien leader de Sanity. Il se fait battre en 1 minute 14 par Aleister Black, sur Black Mass, évidemment. Petit speech d'Aleister Black qui nous explique que il est badass. Et que il y a bien quelqu'un qui viendra se battre avec lui un jour. Bah oui. Voilà. On sait pas. Non, c'est ça. De toute façon, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Moi, j'adhère globalement à son nouveau speech, qui est de ne plus attendre dans son placard, mais d'aller chercher maintenant la baston et de se créer sa propre histoire et tout. Ok, cool. Et puis c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Maintenant, il faut que ce soit suivi des faits. Il faut que ça se retranscrive dans le booking. Donc la semaine dernière, il avait décapité un jobber. Cette semaine, il a décapité une tête un peu plus connue. Bon, j'attends que la semaine prochaine, ça monte jusqu'à une feud de pay-per-view et qu'on revienne, on va dire, au niveau auquel on était fin 2019 avec sa rivalité avec Cesaro, où je trouve qu'il avait gagné pas mal en capital impressionnant, on va dire, là-dedans, mais ils avaient complètement lâché l'affaire. Bon voilà, relancer la machine, et par contre, si vous lui faites dire des choses ambitieuses comme ça, par contre, il faut que ce soit ambitieux après derrière aussi dans l'écriture, donc allez-y à fond, quoi. Moi, ça me dérange pas, je l'aime bien ce gars-là, donc allons-y. Ouais, il nous rappelle qu'on lui avait dit tout au long de sa carrière qu'il pourrait pas être à la WWE, mais que bon, il faut pas écouter ce que les gens disent. En gros, tu vois qui contre Aleister Black dans un futur proche? Écoute, honnêtement, je me suis pas forcément posé la question. Qui est-ce qu'on pourrait tu me prends à froid. Qui est-ce qu'on pourrait mettre C'est qui j'aimerais bien, moi. Vas-y, dis-moi. Un ancien champion, Jinder Mahal. Tu vois, histoire qu'il batte un ancien champion VVE. Ah, écoute, en effet, il est toujours sous contrat, Jinder, on le voit plus. Ouais, il est blessé depuis un moment, là, il est en... Ok. Non, mais bon, de toute façon, il se soigner. Ouais, il faut que ça monte progressivement. Et puis après, je sais pas, le premier adversaire costaud qui ou Eric Rowan qui passe dans le coin là, qui fait rien. Tiens, pourquoi pas, ouais. Toi, vraiment un gros balèze, quoi, pas. Ah ouais, faut qu'il commence à casser du gros bonhomme, quoi. Ouais, pas affronter un mec d'un gabarit similaire, ce serait un peu contre-productif. Pourquoi pas AJ Styles, hein. Mais apparemment AJ Styles, il est blessé déjà de 1. Et de 2, il est un petit peu réservé pour Edge. Mais bon, on verra bien.
Alors ça c'était le passage avec Aleister Black, et maintenant on va aller un petit peu du côté des latinos. La latinoïde de la semaine, Humberto Carrillo arrive au ring. Il a un match ce soir. On se souvient que la semaine dernière, il avait cassé la tête d'Andrade, qui ne sera pas là ce soir. Mais Zelina Vega, la manager d'Andrade, est là. Et elle a une surprise pour Humberto Carrillo. Elle ramène rien moins que son cousin, l'ancien champion cruiserweight NXT, Angel Garza. Alors ils sont obligés d'expliquer un peu toute l'affiliation entre Humberto Carrillo et Angel Garza, parce que personne n'est au courant en fait dans le public. Angel Garza, on le connaît pas trop, du moins du côté du public. Si vous êtes un suiveur un peu du catch dans le monde, vous le connaissez, mais pour le fan lambda de la WWE, toi par exemple, t'as dû le voir une ou deux fois, Angel Garza, dans les kick-offs, pas plus. Ah oui, de manière concrète. Enfin voilà, parce que je regarde quand même un peu NXT, donc je sais qui c'est. Mais par exemple, oui, enfin comme tu dis, il y avait, c'est ce que j'ai trouvé un peu bancal au début du segment, c'est que bah voilà, t'es obligé on essaye de nous présenter un peu le truc comme un big deal là, tu vois, genre tu sens que ça y est, c'est censé être le gros segment, l'arrivée, waouh et tout. Sauf que en même temps, à côté de ça, au micro, elle passe quasiment 10 minutes. Enfin non, j'exagère, c'est pas 10 minutes, mais genre voilà, plusieurs minutes à t'expliquer qui c'est et tout, d'où il vient, machin. Donc c'est un peu antinomique, quoi. C'est le wow factor n'est pas en ligne avec toute la promo à côté, quoi. C'est ça. Donc il faut expliquer les tenants, les aboutissants, et après on peut partir quand même dans une promo un peu plus solide avec un Angel Garza qui parle anglais, donc ça c'est plutôt pratique, qui aime bien jouer avec la foule aussi, qui nous explique que c'est lui le représentant des Latinos, et que dans la famille, Carrillo il est obligé de suivre un peu les ordres de Angel Garza, parce que c'est Angel Garza le patron dans la famille. Là-dessus, ça se fout sur la gueule. Il y aura pas vraiment de match, puisque Angel Garza prend le dessus assez rapidement et il place son DDT un peu modifié sur Carrillo. Il est parti pour le blesser un peu gravement, à l'instar de ce qu'a fait Carrillo face à Andrade la semaine dernière. Mais Andrade est sauvé par la légende du ring, Rey Mysterio, qui arrive en courant. Et on enchaîne du coup sur un match entre Rey Mysterio et Angel Garza. 13 minutes 10 de Lucha Things, comme on dit. Ça va à 100 à l'heure, c'est spectaculaire. Angel Garza, il est au top, malgré un petit bandage sur l'épaule là. Ça y va dans tous les sens. Et ça se termine par une disqualification d'Angel Garza qui va tenter le DDT sur le sol, sur le béton, même le béton, voilà. On toujours cette histoire d'enlever le tapis de protection, et puis on explose la tête sur le béton. Donc ça passe pas. Disqualification d'Angel Garza. Ouais. Alors je sais pas si ça méritait disqualification. Cette semaine, oui. Oui, voilà. Cette semaine. Faut pas déconner. C'est quand même un Rey Mysterio, parce que sinon ils vont le faire toutes les semaines. C'est latino si on les laisse faire, donc c'est pas possible. Donc voilà, Rey Mysterio à l'hôpital, et grosse quand même, grosse arrivée pour Angel Garza, c'est plutôt bien géré tout ça, même si c'était un petit peu compliqué au début, il a quand même bien géré le truc, je trouve. Oui, bah voilà, exactement. Tu vois, c'est ça. C'était laborieux au début parce que il faut le présenter. Il est complètement inconnu alors qu'on essaye de nous présenter un gros angle quand même, parce que ça a duré du temps entre la promo du début, l'attaque, l'angle entre Garza et Carrillo, puis le match derrière de un quart d'heure, puis l'angle post-match et tout. Donc mine de rien, ça a pris quand même beaucoup de place dans l'émission pour un gars qui était complètement inconnu. Mais au final, je trouve que, comme tu dis, il s'en est pas mal sorti. Moi, je tire mon chapeau à Angel Garza là, parce que entre sa promo à la suite de Zelina Vega là, et puis son match après derrière contre Rey Mysterio, je trouve qu'il a bien profité de son opportunité. Donc c'est plutôt du bon boulot. Ils m'ont donné envie d'en voir un petit peu plus entre cette guerre entre intra-mexicaine là à la WWE. J'ai trouvé que c'était plutôt habile aussi de proposer comme match de showcase un peu un match contre Rey Mysterio plutôt que de faire un Garza Carrillo qui aurait eu le risque, même si ça aurait été sans doute très qualitatif, très lucha et tout,
sans doute un gros risque d'endormir un peu le public parce que voilà, Humberto Carrillo est pas non plus encore à un statut qui lui permet d'embarquer la foule et tout. Donc là, le retour de Rey Mysterio pour mettre en valeur André Garza, je trouvais que c'était très futé. Et puis bah après voilà cet angle. Bon alors j'ai pas trop aimé la DQ parce que je comprenais pas le but. Enfin pourquoi est-ce que l'arbitre disqualifie? Moi ça m'aurait pas déplu que André Garza gagne carrément, limite en trichant, et que après derrière le match il aille blesser peut-être Rey Mysterio, mais pas que ce soit la fin du match. Ce serait peut-être mon seul grief parce que je trouve que c'était pas très ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Je n'ai pas compris pourquoi il avait sonné la cloche. Mais bon voilà, sinon globalement des bons débuts, et puis c'est vrai que tu te dis que quand Andrade va revenir de suspension, bah t'as des belles choses à faire peut-être avec ces quatre là dans un style un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Ouais. Clairement, ça devient très intéressant là, toute cette histoire autour des Latinos, ce qui n'était pas forcément le cas au départ, mais du coup là, on a du beau monde. C'est un sacré apport, moi je trouve, Angel Garza quand même. Ouais, et puis c'est sympa aussi parce que bah voilà, tu vois, ça met une petite touche de quelque chose qui est différente dans chaque émission, parce que le catch lucha c'est quand même c'est à part, hein, c'est pas dans les cases WWE lambda, et ils ont peut-être finalement, tu vois, le créneau qui a jamais réussi vraiment à être pris par les cruiserweight. Peut-être que ce créneau un peu lucha, bon alors voilà, il faut pas non plus qu'ils restent que entre eux, mais peut-être que ça peut être ça aussi, la touche un peu voltige, ça peut passer par eux. À la WWE, je me dis que c'est pas mal. Et puis ça change aussi de la dynamique qu'il y avait depuis plus peut-être 10 ans où à la WWE c'est toujours qui sera le prochain Rey Mysterio, qui sera la prochaine superstar latino. Il y en a toujours une, tu sais, on en pousse une et une seule. Il y a toujours eu un catcheur mexicain. Alors ça a été Alberto Del Rio, ou d'autres par le passé. Bah là en fait t'as presque l'impression, voilà, t'en as trois qui arrivent en même temps. Rey Mysterio qui est toujours dans les parages pour faire le mentor. C'est plus agréable comme ça que d'en avoir un seul qui est poussé et tu sens qu'ils veulent en faire des caisses parce que c'est le latino qu'ils essayent de pousser. Donc moi ça me plaît bien. Ouais, on voit que l'improvisation des fois ça a du bon, surtout quand on a les talents qui suivent, hein. Puis voilà, au moins Angel Garza il parle anglais, hein, c'est déjà pas mal. Oui, ça aide beaucoup, ça. Hein, ça aide beaucoup, ouais. Pas mal. Voilà, bon, encore une réussite pour ce soir. La tempête passe son plein à l'extérieur. Charlotte Flair, débarque. Donc, elle nous explique, hein, parce que la semaine dernière, elle n'a pas fait son choix. Elle a été interrompue par Asuka pour nous dire qui elle allait affronter suite à sa victoire au Royal Rumble à WrestleMania. Elle a le choix, hein, des championships. Donc, elle a déjà battu Becky Lynch, elle a déjà été plusieurs fois championne. Il y a des chants NXT, alors ouais, elle dit bon, c'est vrai, j'aime NXT et NXT même, hein, NXT aime sa reine. Elle est interrompue quand même dans son speech. Rhea Ripley de NXT, la championne d'NXT, débarque et elle se vient se poser face à Charlotte et elle lui lance un défi. Elle lui explique, d'accord, t'as battu tout le monde ici, t'as gagné toutes les ceintures, mais il y a quelqu'un que t'as pas battu jusqu'ici, c'est moi, et si je me souviens bien, je t'ai déjà battu. Alors comment que ça se danse? Charlotte reste muette, elle quitte le ring avec dédain, elle se retourne et elle lance un wouh façon Ric Flair. La décision n'est pas faite, mais en tout cas, Charlotte sera à NXT cette semaine. On en saura peut-être un peu plus sur sa décision. Ça t'intéresse? T'es convaincu par un Rhea Ripley Charlotte? Écoute, ça m'intéresse pas mal. Ouais, j'avoue que j'avais été assez aguiché quand Irem avait mentionné la possibilité la semaine dernière. Moi, j'y avais pas du tout pensé à ça. Tu vois, j'étais en train de me dire bon alors attends, qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec est-ce qu'ils vont revenir sur Becky Lynch? Ça me semblerait être une connerie. Est-ce qu'elle va aller à SmackDown? Ça m'emballe pas des masses. Du coup, j'étais un peu coincé, je savais pas trop, et j'avais pas pensé à cette option de titre NXT, et je trouvais que c'était une super idée parce que voilà, moi ça me plaît bien ce qui se passe depuis 5-6 mois de pousser NXT au rang de 3e brand et tout, et quoi de mieux que d'envoyer la meilleure catcheuse de la WWE, n'en déplaise, sur ce titre-là. Donc c'est vrai que c'est une option qui me séduit beaucoup.
peut-être pas autant que un truc avec les Four Horsewomen ou quelque chose comme ça à WrestleMania, mais c'est une bonne idée. Par contre, le fan de NXT en moi regrette peut-être un petit peu la forme, dans le sens où j'avais un petit peu du mal avec le fait de voir finalement Rhea Ripley presque quémander un match dans la forme, hein, parce que tu vois, c'est elle qui vient lancer le défi, Charlotte qui s'en va en mode j'en ai rien à foutre de toi. Du coup, on peut imaginer déjà que dans les prochaines semaines, alors je crois que Charlotte a été annoncée à NXT cette semaine pour ce soir. C'est ça. Mais donc, en tout cas, j'aimerais peut-être que le rapport de force s'inverse et que ce soit vraiment Charlotte qui ait envie de défier Rhea Ripley. Donc, on va voir comment ils vont tourner ça. Mais voilà, que ce soit pas finalement Charlotte qui s'abaisse à aller accepter un match auprès de la championne NXT, et que ce soit plutôt l'inverse. Ce serait le seul truc. Mais bon, ils ont encore le temps de faire des belles choses avec les deux. Mais en tout cas, moi, ça me plaît bien. C'est une perspective fraîche et assez futée d'avoir de la balancer sur cette. Bah moi, l'affrontement, il me branche bien. Par contre, je comprends pas du tout la logique pour Charlotte de gagner le Royal Rumble et après d'aller chercher la ceinture NXT. Ça a pas vraiment de sens. Maintenant, ça va se jouer, je pense, à NXT cette semaine. Il va falloir que Rhea Ripley fasse quelque chose pour énerver Charlotte de manière à ce qu'elle en oublie un peu ses objectifs et que ça devienne personnel entre elles, tu vois. Parce que sinon, si les mecs qui gagnent le Rumble, ils vont aller, pourquoi pas non plus se proposer pour le championnat Cruiserweight, tu vois. Quand même que ce soit logique derrière. Tu gagnes le Rumble. Mais après, ça peut être une belle façon de. Bah ouais, mais justement. Une belle façon de dire bah voilà, c'est pas une sous-ceinture, quoi. Alors, sauf que c'est une sous-ceinture quand même. Bah ça dépend. C'est quand même le truc, c'est pas le championnat poids lourd, quoi. Enfin, c'est pas le championnat ultime de la WWE, c'est pas NXT, faut... Bah non, mais après peut-être que c'est aussi une stratégie, j'en sais rien, moi, ce qu'ils ont dans les tuyaux pour NXT en 2020, ou 2020, enfin sur les prochaines années, s'ils veulent que NXT soit la 3e brand. Bah du coup ça veut dire que potentiellement la championne de NXT c'est l'équivalent de la championne de Raw et de SmackDown, quoi. Donc ils ont déjà commencé à faire un pas dans cette direction-là au Survivor Series avec la victoire de la team NXT grâce à Rhea Ripley. Bah peut-être qu'ils veulent aller là-dessus, hein, je sais pas. Auquel cas ça peut être pas mal. Ouais. Toi, si on veut partir. Bah non, pour moi NXT ça reste la branche de développement, même si ils essayent de. Elle est plus trop présentée comme ça. Bah ouais, mais ça reste, ça fait pas autant de spectateurs que Raw ou SmackDown. On est vraiment, c'est la petite division, hein. Faut pas. Enfin, du moins, c'est les mecs qui sont en train de se former, quoi. C'est pas. Ce sera jamais Raw ou SmackDown, mais je me dis que à la limite, enfin sur la division masculine, ce serait pas crédible. Sur la division féminine, ils ont peut-être une carte à jouer, tu vois, de mettre un peu les rosters sur un pied d'égalité. Ça me choquerait pas. Dans la logique de mettre over Rhea Ripley, pas de problème. Mais mettre over la ceinture. Ouais, je pense que faut quand même garder une hiérarchie, je pense. Ouais. Si le match a lieu, j'ose espérer que c'est pour mettre over Rhea Ripley. Ouais. Parce que Charlotte n'a pas grand-chose à gagner de se lancer en effet pour le titre NXT. Je suis d'accord avec toi fondamentalement. C'est ça, donc ça peut être une étape de plus dans la carrière de Rhea Ripley. Dans ces cas-là, ça me pose pas de problème. Mais bon, la logique est quand même un petit peu zarbi, on va dire. Alors, Bobby Lashley dans les coulisses, interviewé par une certaine Sarah Schreiber que j'avais jamais vue. Il explique son plan de bataille. Hein, pour la suite, il va battre tout le monde et puis il sera à WrestleMania, évidemment. Ouais. Ça, c'est simple, c'est clair. Ouais. Pas besoin de bégayer, hein. Ouais. Bah non, hein, on monte ses muscles et puis c'est réglé. Voilà, on monte tes gros muscles et puis. Ouais. Moi, j'y croyais, tu vois. Bah ouais. Hein. Bobby Lashley contre Brock Lesnar, ça fait un moment qu'on le réclame. Allez, retour chez les filles. Natalya affronte Asuka. Joli match de 12 minutes. Beaucoup de map wrestling. Hein, ça joue technique au sol. Mais finalement, c'est Asuka qui prend le dessus après avoir échappé au sharpshooter. Elle réussit à placer son Asuka Lock grâce à une petite intervention quand même de Kairi Sen qui a un peu
diverti Natalia, perturbé Natalia, on va dire. Victoire d'Asuka, donc sur abandon. Asuka prend ensuite le micro, toujours déchaînée, elle appelle Becky Lynch, elle veut sa revanche pour un match de championnat. Becky Lynch, comme elle a des cojones, elle débarque avec des jolies lunettes dit Louis Vuitton. Voilà, donc ça s'explique dans le ring. Lynch accepte le challenge, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est ça, ça sera pour la semaine prochaine d'ailleurs. Et ouais. Et il y a une tentative d'attaque de Kairi Sane dans le dos. Becky Lynch réussit à la bloquer et puis à la renvoyer à l'extérieur du ring. Elle explique qu'elle a des super pouvoirs maintenant qu'elle a battu Asuka, et notamment le fait de voir dans le dos les gens qui lui arrivent. C'est pas extrêmement drôle, mais non. Bon, c'était sa petite promo de la soirée. Un peu en roue libre, Becky Lynch, mais bon voilà, la rivalité qui continue entre les deux. Ouais, j'ai été un peu perplexe. Ouais, ne serait-ce alors déjà devant la qualité du segment que j'ai trouvé plus que passable. Alors Becky Lynch qui reprend un peu de son personnage qui a fait son succès, voilà, ultra sûr d'elle, très à se la péter et tout, pourquoi pas. Mais là c'était un peu trop tourné en ridicule. D'ailleurs le segment, le petit angle là de Asuka qui l'attaque dans le dos, de Kairi Sane qui l'attaque dans le dos, Asuka qui fait rien du tout. Pendant ce temps-là, c'était très bancal, c'était très mal mis en scène. Je sais pas trop comment ils avaient le truc en tête au répète, mais en tout cas, ils ont pas dû vraiment réfléchir au truc parce que j'ai pas trop saisi le délire. Becky Lynch qui explique que j'ai aucun intérêt à mettre en jeu ma ceinture à 2 mois de WrestleMania. Mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a rien de plus stylé que il y a rien de mieux que de te battre une fois que de te battre une deuxième fois. Bon, en fait, tout faisait un peu l'impression que on leur avait dit 5 minutes avant le segment, bon bah débrouillez-vous. Je sais pas, ça faisait un petit peu bancal tout ça. Donc j'ai pas trop accroché, j'ai pas trop apprécié la promo dans son ensemble. Et je suis pas forcément fan de voir la rivalité continuer, donc du coup je suis pas forcément ultra satisfait. Ouais. Ouais, c'était pas plus convaincant que ça. Oui, on sentait quand même le truc de remplissage. Ça c'est effectivement la carte de l'improvisation à la dernière minute. Je pense que tu as visé juste. Ça donnait vraiment ce sentiment, ouais. Bon, après, on est toujours content de voir un Becky Lynch, Asuka, et puis ça passera sûrement un truc un bon match, quoi. Prochaine. Ouais. Mais donc toi, tu as entendu après dans l'émission que le match serait la semaine prochaine. Ouais, c'est validé. Je l'ai sur mon petit récap là. Wrestling Observer, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Ouais, bah oui, je me suis dit à un moment Super Showdown, mais les filles elles vont pas catcher à Super Showdown, évidemment. Ah bah non. Bah non, forcément. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, donc, oui. Goldberg, ce sera à SmackDown vendredi. Ouais. Bill Goldberg. Ça c'est cool parce que on se fait chier à SmackDown en ce moment. Ouais, on va mettre un peu de star power. Il va montrer aux jeunes comment on fait. Voilà, je vais vous montrer comment on fait une promo. D'abord, on se mange la porte des vestiaires, voilà. On vient ensemble dans le ring et puis on raconte n'importe quoi, mais avec conviction. Puis on est musclé. Ouais. Et on est musclé, voilà, il faut être costaud. Venez avec un physique quand même, les enfants. Le main event, ça y est, on y est. On a fait le tour, donc c'est l'heure du main event. Le triple threat, Ricochet, Bobby Lashley et Seth Rollins s'affrontent. Alors c'est un gros déroulé de Ricochet qui prend l'avantage assez rapidement. Il envoie Bobby Lashley à l'extérieur du ring, il prend le dessus sur Seth Rollins. Ça part dans tous les sens. Ça se fout. C'est vraiment. Alors il déroule vraiment tout ce qu'il sait faire, Ricochet sur ce coup-là. On sait que c'est un sacré voltigeur. Si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il n'y a pas une intervention de Buddy Murphy, AOP et tout ça? Si, c'est ça. Ils se font, en fait, ils se font contrer par Kevin Owens et Eric. Et les War Raiders. Enfin, les voilà. Raiders,
Voilà, Eric tout seul, hein, je crois. Et oui, juste Eric. c'est ça. Et ils vont se battre dans la foule. On fait fuir les méchants. Et donc le match continue. Lashley contre Rollins. Et jusqu'à ce que Ricochet revienne dans l'action. Et puis il finit par prendre l'avantage, Ricochet. Puisqu'il réussit à faire ouais, je me souviens maintenant. Ils vont dans le coin du ring, il met un coup de pied dans la gueule de Lashley qui tombe par terre et il fait son roulé-boulet là depuis le haut du ring. Il doit son roulé-boulet. Je sais pas, 630 splash. Voilà. 630 splash. C'est quand même assez impressionnant. Ouais, mais alors à mon avis, il doit se faire super mal au dos quand il fait ça. Hein. Bah ouais. Il devrait changer de finish. Hein. Parce qu'à mon avis, va. Puis les mecs, ils ont intérêt à bien contracter les abdos quand il arrive dessus. Hein. C'est ça. Bon, il est pas très lourd, ça va. Mais... Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu son problème, c'est qu'il est pas très stiff dans le ring. Hein. Bah non. Ricochet, on a du mal à croire qu'il puisse faire mal à quelqu'un en fait. Mais bon, c'est son heure de gloire puisqu'il réussit à arriver les épaules au sol de Bobby Lashley. Et donc à la surprise générale, il y a un Ricochet qui va aller affronter Brock Lesnar. Brock Lesnar qui a pas envie d'attendre puisqu'il surgit depuis sous le titantron en courant, il arrive, il attrape Ricochet. On a pas vu courir aussi vite. Hein. Ouais, c'est ça, motivé. Il attrape Ricochet, lui place un F5 et il brandit la ceinture. Et c'est sur cette image que se conclut l'émission. Un Brock Lesnar encore une fois triomphant. La célébration, comme on dit, aura été de courte durée pour Ricochet, mais Ricochet ira à Super Showdown affronter Brock Lesnar. Voilà, l'heure de gloire, les 15 minutes de gloire de Ricochet. Oula, s'il a 15 minutes, c'est un festival, je pense. Mais je pense par la Super Showdown, ouais. Ouais. Il aura 5 minutes, je pense, non? Allez, on va aller à 10 minutes, non? Ils vont nous faire un classique comme ils font d'habitude, là, où ouais. Brock Lesnar le démonte pendant 10 minutes, après il fait un retour, puis après il se prend un F5. Ouais. On aime bien les matchs comme ça. Bien résumé. Ouais. Voilà, c'était quand même un super match, non? Non, alors oui. Ouais. C'était un main event très plaisant là-dessus, avec la petite dose d'overbooking du main event de weekly classique que moi j'aime bien, avec les interventions, bonne dynamique de triple threat, Seth Rollins qui adapte bien son moveset, je trouve là. Enfin, c'est assez sympa depuis qu'il est passé heel. Bobby Lashley qui a fait la viande et puis Ricochet qui saute partout malgré les problèmes un peu de crédibilité dans le ring face aux deux autres, mais bon écoute, c'est comme ça. J'ai été assez j'avoue avoir été assez sur le cul de voir Ricochet gagner, et en même temps, si on y réfléchit bien, c'est vrai que c'est peut-être sans doute le choix le plus logique et le plus sage, parce que s'ils voulaient filer un adversaire de transition, en tout cas de un os à ronger à Brock Lesnar avant WrestleMania, ils allaient évidemment pas gâcher Seth Rollins. Et c'est vrai qu'avec le recul, je pense que Brock Lesnar, Bobby Lashley, si le match doit arriver un jour, il arrivera à un moment où Bobby Lashley sera peut-être mieux construit, plus chaud, tu vois, genre plus sur un run que actuellement où il est complètement dead. Donc au final, c'est vrai qu'il restait que ce Ricochet qui du coup va aller faire la viande là en Arabie Saoudite. Moi, je pense pas qu'il aura quand même le droit au traitement AJ Styles, Daniel Bryan, Rey Mysterio là avec les 12-15 minutes et le comeback et tout. Mon avis, je pense qu'il sera expédié quand même un peu plus vite. J'espère qu'il sera expédié un peu plus vite parce que je suis pas sûr qu'il mérite 4 secondes façon Kofi Kingston. Ouais, alors peut-être pas 4 secondes parce que je pense qu'ils vont vouloir quand même que Brock Lesnar travaille un petit peu en Arabie Saoudite, mais bon, écoute, voilà, à la limite, pourquoi pas. S'il a ne serait-ce toute petite tentative de tomber avec un petit 630 et un nearfall sur Brock Lesnar, il en sortira du positif pour Ricochet, parce que tant mieux pour lui. Et puis comme ça permet à Brock Lesnar de choper une petite victoire fastoche. Donc c'est vrai que fondamentalement c'était pas illogique. Et puis bah comme tu dis, ouais, le main event était sympa.
Donc ouais, roulez. Voilà, une affaire qui roule, une route vers Super Showdown qui est pour une fois plutôt bien bookée. Voilà, on est content pour. Je pense que là, on peut parler de autant tu me diras, il n'y a jamais vraiment eu de suspense sur les matchs de Brock Lesnar, mais alors là, on peut parler de suspense négatif carrément. Je pense que ça va être vraiment difficile de faire croire que là, je pourrais mettre mon PEL sur la victoire de Brock Lesnar, que je regarderai même le match, je serais pas quoi. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que là, ça va être vraiment, vraiment délicat de nous faire croire qu'il a une chance. Hein. Ouais. Maintenant, voilà, c'est quand même sympa pour Ricochet qui a trimé c'est sûr. toutes les fédérations indie et au Japon, etc. C'est quand même un mec qui a fait le tour il doit être comme un fou là. Hein. Ouais, c'est un des plus gros indie darling, j'ai envie de dire. Hein, c'était un des plus gros espoirs du circuit indépendant. Alors je sais que faut savoir que Giscal ne regarde pas du tout. Ah non, pas du tout. Tout ce qui se passe en dehors de la WWE, donc il entend les gens lui survendre des mecs comme Ricochet. Ouais. Alors finalement le mec arrive, bon, tu te retrouves avec un tête de piaf là sans charisme qui fait des pirouettes. Et puis après on m'explique que mais voilà. Bon, il a pas le droit de faire tout ce qu'il peut faire. Bah, je sais pas, il peut faire quoi de plus parce que il fait déjà beaucoup de choses. Voilà, donc voilà, on lui donne sa chance. Maintenant, on voit bien qu'il manque quelque chose. Hein. Ricochet, déjà, il est trop petit, il sait pas faire de promo. Dans le ring, alors ok, il sait être spectaculaire, mais il sait pas trop raconter d'histoire non plus. Donc voilà, là, je pense qu'il. Ouais. Là, je pense qu'il touche le pic de sa carrière là. Ouais, tout doucement. Un match pour le titre poids lourd contre Brock Lesnar, je pense qu'il fera pas mieux. Ouais, clairement, on peut s'imaginer ça. Ça va faire grincer des dents, mais bon. Ah oui. Après, voilà, tout le monde n'est pas destiné non plus à être une top star. C'est ça. Et surtout, c'est pas parce que on marche dans l'indie et qu'on est reconnu dans l'indie que forcément ça va fonctionner à la WWE. C'est une autre histoire la WWE que faire des pirouettes devant 300 personnes. Hein. Ouais. Même s'il a eu une belle carrière au Japon aussi, hein, il a gagné le Best of Super Junior, etc. Mais même au Japon, il est jamais monté très haut, Ricochet non plus. Hein, donc voilà, fallait pas trop mettre d'espoir non plus dans le petit Ricochet, mais bon, ne lui on le. Mais après, au demeurant, voilà, on n'est pas malveillant. Hein. Très content pour lui. Il y a pas de problème. C'est juste que voilà, il faut. Enfin moi, en tout cas, faut savoir raison garder avec certains joueurs, quoi. Raison garder et tête froide conservée. Et ben voilà, bon, on a fait le tour de l'émission. Il est temps d'arriver au mot de la fin. Alors c'est toujours le même principe, hein, un top, un flop, une note. Et je te laisse l'honneur. Eh bien, écoute, pour mon flop, il y a très peu de choses que j'ai pas aimé dans cette émission. J'ai trouvé que c'était un Raw très très agréable à regarder. Ouais. Donc je pense que peut-être que ça se jouerait entre rebalancer sur la tronche du pauvre Ricochet avec sa promo, ce serait trop facile. Donc je pense que je vais le donner à Becky Lynch, mon flop cette semaine. Et à son petit segment avec les deux japonaises que j'ai trouvé bâclé, peu réfléchi et pris un peu par-dessus la jambe. Alors peut-être que c'était l'attitude qu'elle voulait se donner, d'être un peu nonchalante et tout, mais j'ai trouvé que ça desservait plus le propos que ça apportait quelque chose à l'histoire. Donc j'ai trouvé que c'était pas terrible ce qu'elles ont fait cette semaine. Donc voilà, je lui ai donné mon flop particulièrement à Becky Lynch. Parce qu'il suffit pas de mettre des petites lunettes et de faire des mèmes internet là pour être rigolote. Et mon top, là pour le coup il y a le choix. Et je pense que j'avais pas prévu, mais tu vois, étrangement, je vais le donner à notre joyeuse bande de Mexicains qui a fait du sacré boulot en milieu d'émission, qui est souvent historiquement depuis plusieurs mois, on peut même aller jusqu'à plusieurs mois, un point très faible à Raw, la deuxième fin de la deuxième heure et tout. Ça a permis aussi de donner, ils ont donné du liant un peu à cette émission toujours trop longue et ils ont bien tiré leur épingle du jeu.
Donc je vais leur donner mon top. Je trouvais que voilà, il y a du bon boulot, il y a du potentiel, et c'est quelque chose que ça me déplairait pas de voir ça régulièrement à Raw, tous les lundis. Donc bravo à eux. Et ma note, bah écoute, je vais donner un bon 4. Un bon 4 sur 5 cette semaine à Raw, parce que il s'est passé plein de trucs, des bonnes promos, des rivalités lancées, des matchs annoncés, des retours. Ouais, globalement, c'était assez fun à suivre. Il n'y a pas eu de vrai temps mort, quoi. Exactement. Alors je suis bien embêté parce que tu m'as piqué mon flop, mon top et quasiment ma note. Hein, je serais même prêt à mettre 4,25, tu vois, à l'émission, parce que c'était vraiment... je me suis pas ennuyé une seconde, hein, même les trucs... même à la Liv Morgan, c'était pas déplaisant cette semaine. Et c'est vrai que j'ai envie de donner mon flop aussi à Becky Lynch et Asuka pour leur segment qui avait l'air vaguement improvisé. Donc voilà, je pourrais donner le flop aussi à la petite promo pas très convaincante de Ricochet. Et le top, moi j'aime beaucoup Angel Garza, hein, donc j'ai vraiment envie de donner le top à son arrivée. Mais allons-y. Allons-y, hein, on va pas se gêner, hein, mais il y avait beaucoup de trucs bien dans cette émission. L'ouverture était super classe avec Randy Orton. Ah ouais, les matchs de Drew McIntyre. Ouais, tous les matchs étaient spectaculaires. Ouais, même le 3v3 élimination, le run de Kevin Owens, le main event. Même le Natalia. Oui, d'ailleurs, on est passé cool, dessus. Hein. C'est vrai qu'on est passé dessus un peu rapidement, mais le Natalia Asuka était. Fait longtemps que Natalia avait pas sorti un aussi bon match, même si on sait qu'elle est quand même talentueuse quand elle veut. Oui. Ça faisait plaisir de voir un peu de catch bien technique comme ça chez les filles. Voilà, donc quand même à 4,25, tu vois, c'était vraiment un très très bon Raw. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère qu'on va rester sur cette lancée. J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec SmackDown en ce moment, mais Raw, depuis quelques temps, on est vraiment très très bien. Très très bien. Ouais, voilà, en route pour WrestleMania. Je suis sûr que Super Showdown, ça va être cool en plus. Voilà, on a un NXT Takeover qui arrive. Et il y aura l'Elimination Chamber. Oui, donc du coup, j'ai vérifié, c'est à Portland, en fait, rien à voir. Donc c'est bien aux États-Unis, mais bon. C'est bien des bûcherons. C'est bien des bûcherons, ouais. D'accord, bon, juste. Voilà. Portland dans l'Oregon, NXT Takeover, c'est dans 2 semaines, je crois. Un peu moins de 2 semaines même. Voilà, donc on a fait le tour, on va passer à l'auto-promo. On est partout sur toutes les plateformes de téléchargement possible, hein, Spotify, PodCloud, iTunes pour la version audio. On a la version vidéo sur YouTube. Faut pas hésiter à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est gratos. Vous cochez la petite cloche pour être averti dès qu'on sort. Vous nous retrouvez aussi sur Facebook, c'est KetchupCDC, @KetchupCDC sur Twitter. On a aussi un Instagram qui traîne par là. Tout est dans la description. Mon bon Giscal, merci beaucoup d'être libéré pour revenir à Ketchup. Merci à toi et désolé pour la qualité du son aux auditeurs si vous entendez quelques petits bruits, ce sont les aléas du direct. C'est vrai, il y a des gros travaux dans le studio là en ce moment. Mais bon, vous savez, Ketchup, ce sera mieux la prochaine fois. Du moins du point de vue technique. J'adore ce slogan. Force les gens à revenir. Voilà, en tout cas, on espère quand même que ça vous a plu autant à écouter que nous à le faire. Et puis, ma foi, on se dit à tout bientôt. Et vive le catch! Ouais, vive le catch. Allez, ciao tout le monde! Ciao.